Faire son alia, c'est un rêve pour beaucoup. Mais une fois sur place, il y a la réalité, et notamment les questions d'argent. Le fisc israélien, ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Pourtant, il cache une opportunité assez incroyable, surtout pour les nouveaux arrivants. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment optimiser au mieux sa situation fiscale. Voilà, 10. Juste ce chiffre. Il faut bien le retenir, parce qu'il est absolument central. C'est la clé, en fait, pour quiconque prépare son avenir financier en Israël. 10 ans. 10 ans d'exonération fiscale sur les revenus qui viennent de l'étranger. C'est bien ça. Pour les nouveaux immigrants, les fameux Olim Hadashim, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la planification financière. Une opportunité immense. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors attention, ce n'est pas juste un petit cadeau fiscal tombé du ciel, ça a un nom bien officiel, la réforme fiscale numéro 168. Et franchement, c'est beaucoup plus qu'une simple loi. C'est un vrai message du gouvernement israélien, une main tendue pour dire « venez », pour encourager l'alia et attirer les gens du monde entier. Et il faut voir d'où ça vient, cette loi. Elle n'est pas apparue comme par magie. C'est le résultat de toute une évolution. Dans les années 90, il y avait déjà des petits avantages pour les nouveaux immigrants. Mais le vrai tournant, le Big Bang si on veut, c'est le 1er janvier 2007. Là, la réforme a tout changé. Elle a considérablement élargi les avantages pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Ça montre bien qu'il y a une vraie volonté politique derrière qui s'est construite sur le long terme. Bon, très bien tout ça, mais en pratique, ça s'adresse à qui? Et on parle de quel type de revenu exactement? C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Le mot magique, c'est Olé Hadash. C'est le statut officiel du nouvel immigrant en Israël. Et c'est ce statut-là qui, pendant les 10 premières années où l'on est considéré comme résident fiscal, va débloquer tous les avantages dont on parle. Et la liste des revenus concernés elle est assez impressionnante. C'est là que ça devient super intéressant. On parle de quoi? Des dividendes de sociétés étrangères, des revenus locatifs d'un bien à l'étranger, des intérêts d'un compte en banque à l'étranger, les pensions, les retraites, même les plus-values sur la vente d'actions ou d'un bien immobilier hors d'Israël. En gros, le principe est simple. Si l'argent est généré hors d'Israël, pendant 10 ans, c'est exonéré. Le point vraiment crucial à retenir, c'est ça, la source du revenu. Pour vraiment se rendre compte à quel point la loi d'aujourd'hui est un énorme avantage, le mieux, c'est de regarder ce qu'il y avait avant. Et on va voir que le contraste est saisissant. Alors, avant 2007, c'était un vrai micmac. 5 ans pour les revenus passifs, 4 ans pour les revenus actifs, un vrai casse-tête pour s'y retrouver. Aujourd'hui, c'est d'une simplicité biblique. 10 ans d'exonération sur tous les revenus étrangers, qu'ils soient actifs ou passifs. Fin de la discussion. Et le pompon, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'être déclaré en Israël. C'est un changement total, ça simplifie la vie d'une manière incroyable. Ok, mais attention, ce serait trop beau s'il n'y avait pas quelques subtilités, quelques pièges à éviter. La loi est super généreuse, c'est un fait. Mais pour en profiter à 100%, il faut bien connaître les règles du jeu et surtout ne pas tomber dans les erreurs classiques. Alors, voyons ça de plus près. Premier mythe. Une idée reçue très tenace. Est-ce que c'est le compte en banque qui décide si un revenu est étranger? Par exemple, si l'argent arrive sur un compte en France, est-ce que ça suffit pour que ce soit un revenu français? Eh bien, non. Pas du tout. C'est une erreur classique. Ce qui compte, ce n'est pas où l'argent atterrit, mais d'où il vient, d'où il est produit. L'exemple le plus simple, un appartement loué à Tel Aviv. Même si le locataire paye le loyer sur un compte en France, l'argent vient d'Israël. C'est donc un revenu israélien, et il est imposable. Et à l'inverse, si on a un appart à Paris et que le loyer arrive sur un compte en Israël, eh bien, le revenu est généré en France. Donc, c'est un revenu étranger et donc exonéré. Deuxième mythe, très courant avec le télétravail. Mon employeur est aux États-Unis, je travaille pour une boîte américaine, donc mon salaire est un revenu étranger, non? Eh bien non, encore une fois, le fisc ne regarde pas l'adresse de l'employeur. Ce qu'il regarde, c'est où la personne se trouve physiquement quand elle travaille. Si le travail est fait depuis un bureau ou un salon en Israël, alors le revenu est israélien et donc il est imposable. C'est aussi simple que ça. Allez, encore quelques points super importants à connaître, vraiment cruciaux. D'abord, l'imposition à la source. Attention, l'exonération, elle est israélienne. Ça veut dire que le pays d'où vient le revenu, lui, peut toujours vouloir sa part du gâteau. Par exemple, la France continuera de prélever des impôts sur un bien locatif français. Logique. Ensuite, la date de début. Ça, c'est un piège. Si on habitait déjà en Israël avant de faire officiellement son alia, il est possible que le compteur des 10 ans ait déjà démarré. Il faut absolument vérifier sa taux d'atolé. Et enfin, le conseil ultime, ne pas jouer aux apprentis sorciers. Ces situations peuvent vite devenir complexes. Se faire accompagner par un professionnel, un expert, c'est pas une option. C'est juste indispensable pour éviter de très mauvaises surprises. Bon, cette période de 10 ans, c'est génial, c'est une vraie bulle d'oxygène, mais elle a une fin. Alors la grande question, c'est « et après ?» Qu'est-ce qui se passe quand les 10 ans sont écoulés? Comment on prépare la suite?
C'est la question que tout Oléadash se pose à un moment ou à un autre. Une fois que cette lune de miel fiscale se termine, on entre dans quel régime? On est imposé comme tout le monde? Comment ça s'organise? Et comme si ce n'était pas assez complexe, il faut savoir qu'une nouvelle réforme fiscale se profile à l'horizon, a priori pour 2026. Ça veut dire que les règles du jeu peuvent encore changer. Le paysage fiscal bouge tout le temps. Raison de plus pour anticiper et bien planifier les choses. Il y a une phrase qui résume tout ça parfaitement. Une bonne préparation permettra de maximiser ses droits et de profiter de la meilleure des manières de ses avantages fiscaux. C'est exactement ça. Le potentiel est là, il est énorme, mais ce n'est pas automatique. La clé du succès, le mot d'ordre, c'est la préparation. C'est ce qui fait la différence entre juste avoir des droits et en profiter pleinement pour lancer sa nouvelle vie. Et on va se quitter sur cette question, qui est peut-être la plus importante. Au-delà de la période dorée des 10 ans, est-ce qu'un projet d'Alia est pensé pour être fiscalement viable sur le long terme? C'est une réflexion qui est absolument fondamentale, parce qu'une Alia bien préparée sur le plan fiscal, c'est tout simplement la meilleure garantie pour une intégration sereine et réussie.